Peu ton son là, Antoine. Oui. On ne t'entend plus. Ouais, on t'entend plus. Ok. Vous m'entendez là? Là, oui. Super. Ben, de toute manière, je vais arrêter de parler. La parole est à toi, Camille. Qui D'accord. es-tu et qu'est-ce que tu as fait récemment? Alors moi, déjà, je suis à Paris et je suis journaliste culinaire pour Le Monde notamment. Ce qui fait que moi, le télétravail, c'est quelque chose que je pratique très fréquemment, enfin, au quotidien d'ailleurs, puisque je vais quasiment jamais au bureau. Je suis pigiste et donc je travaille chez moi. Euh, alors moi, la bouffe, c'est un truc qui m'obsède. Et là, en ce moment, il s'avère que ça devient l'obsession de tout le monde, ce qui est une bonne chose, je crois. À la fois parce qu'on se rend compte que y a des urgences, on a besoin de se nourrir, et puis qu'on n'a pas grand-chose d'autre à faire aussi. Donc les gens se mettent à s'intéresser de plus en plus à l'alimentation et à la cuisine. Euh, donc moi, je continue mon travail, hein, je continue d'écrire des recettes et de parler de tout ça sur les réseaux. Mais, et puis j'ai la chance aussi d'être à Paris. Enfin, c'est une chance, une malchance en ce moment, parce qu'il y a quand même des gens qui sont à la campagne et qui sont un peu plus, qui ont un meilleur confinement que d'autres. Mais la chance que j'ai, c'est d'être dans le 11e. Et dans le 11e, on est très fourni en petites épiceries paysannes. Parce que moi, j'ai des convictions très fortes qui sont notamment de plus foutre les pieds depuis très très longtemps au supermarché, ce qui pour certaines personnes en ce moment devient de plus en plus difficile. Et là, j'avoue que bon, on a réussi à ne pas encore aller au supermarché depuis le début du confinement, mais il y a quand même quelques petites choses qui, voilà, le shampoing, les choses comme ça qui commencent à être critiques. En ce qui concerne l'alimentation, donc dans le 11e, j'ai beaucoup de chance parce qu'on a des petites épiceries de quartier, des petites épiceries paysannes qui se fournissent en direct. Je pense, pour ceux, je ne sais pas si certains d'entre vous sont dans le 11e ou pas loin, mais je pense notamment aux Ingam, à l'épicerie Roots, à l'épicerie Les Pieds sur Terre, rue Sedaine. Enfin, on se trouve qu'on en a beaucoup, presque beaucoup trop. Et en ce moment, c'est vital. Donc, j'ai organisé un drive fermier la semaine dernière, mais ce n'était pas non plus une nécessité pour moi. La nécessité, pour moi, elle se situait plutôt du côté des producteurs. Donc, c'est ça qui m'a amenée. J'ai déjà participé à quelques réunions ici à Make Sense sur la thématique de l'agriculture et de l'avenir des producteurs. Donc, je pense que je ne vais rien vous apprendre quand je vous raconte que pour les producteurs, ce n'est pas évident, puisque beaucoup de canaux de production se sont taris. Les marchés, déjà, à Paris en tout cas, il y a beaucoup de municipalités qui ont réinstauré les marchés avec des consignes de sécurité très strictes, mais à Paris, visiblement, la mairie de Paris n'a pas trop mis l'accent là-dessus, ni essayé en fait d'y réfléchir, je pense. Et par ailleurs, il y a plus, pour les producteurs que je connais qui bossent dans la gastronomie, il n'y a plus le débouché restauration. Et donc, ça, c'est en fait, c'est très critique parce que beaucoup de producteurs, ce qu'on appelle les producteurs de qualité un peu haut de gamme, qui sont par exemple tous au Collège culinaire de France, etc., sont aujourd'hui privés de débouchés parce que certains ont tout misé sur la restauration. Donc aujourd'hui, ils n'ont plus de clients, zéro. Alors on pourrait dire, ouais, ils avaient qu'à vendre aux gens normaux, etc. C'est leur erreur. N'empêche que ce sont oui, mais ce sont des agriculteurs qui, par ailleurs, vivent uniquement de ça et qui nous nourrissent bien. Parce que s'ils ont fait des choix de qualité, c'est aussi, par exemple, le bio, etc. Et s'ils ont choisi la restauration, c'est aussi parce que parfois, les quidam ne peuvent pas se payer des produits un peu haut de gamme, bio, etc. Ou on pense qu'on ne peut pas se le payer, mais en fait,
on peut, parce qu'il faut juste que ce soit en circuit court. Et donc voilà, moi il se trouve que je suis dans ces réseaux-là, je vois tous ces producteurs sur Facebook, sur Instagram, et j'ai commencé à voir, c'est l'hécatombe, quoi. C'est-à-dire que tous étaient désespérés, surtout qu'on entre dans la période de production où il y a commence à avoir plein de jolies choses, des asperges, des fraises, des fenouilles, des artichauts, des poivrades, etc. Et ils ont tout ça sur les bras, ils ne savent absolument pas quoi en faire. Donc, il y avait notamment ce producteur qui s'appelle Sylvain Erhardt. Donc, si vous googlez la personne, vous allez voir, c'est quelqu'un qui est très actif sur les réseaux. Sylvain Erhardt. Je vous écris l'orthographe. Je ne vais pas faire de faute. Erhardt, c'est comme ça. Voilà. Et donc, il fait une production assez limitée d'asperges, de fraises, de celtus, qui sont des laitues asperges assez particulières, très, très appréciées en Asie, et quelques petites productions annexes, céleri rave, etc. Il est à Sénas, dans le sud, juste au nord de Marseille. Et lui, sa restauration, sa clientèle, c'était 100% restaurateur. Donc, du jour au lendemain, le jour de l'annonce d'Édouard Philippe que les restaurants allaient fermer à minuit, il s'est retrouvé zéro clientèle, juste à la veille du moment clé de sa production, puisqu'il fait quasiment que des asperges et des fraises. Voilà. Donc, il a tout de suite commencé à réfléchir à comment réinventer son modèle économique. Et évidemment, le modèle économique, c'était se tourner vers le public, vers le grand public, et aussi les revendeurs à la hauteur de ses attentes, type Biocoop. Donc là, je lui ai parlé ce matin, parce que moi, j'avais fait sa commande, mais il m'a raconté plein d'autres choses. Mais déjà, je vais vous raconter l'histoire du drive fermier, c'est-à-dire que c'est parti d'une envie, très simplement. J'avais envie de fraises. Et je ne suis pas enceinte, mais j'avais juste envie de fraises. Et c'est encore difficile à trouver, là, les fraises en ce moment, des bonnes fraises bio qui ont du goût, etc. Et lui commençait à en mettre sur Facebook, des très très belles fraises qui faisaient vraiment envie. Et donc, je lui ai écrit un petit message et je lui ai dit, Sylvain, est-ce qu'il y a moyen d'avoir tes fraises? Il a mis un certain temps à me répondre parce que il est débordé de demandes sur Facebook. Et si quelqu'un me dit c'est pas encore la saison des fraises, mais dans le sud, je vous assure que c'est la saison des fraises, il en a à pléthore. Et elles sont pas poussées avec quoi que ce soit. Donc c'est des fraises totalement bio. Voilà, elles sont pas chauffées, elles sont rien. Mais donc il a mis du temps à me répondre, et puis quand il est revenu vers moi, il m'a dit bah oui, mais sauf que moi je vends pas à l'unité, donc t'en veux combien? Moi j'en veux par colis de 10, voilà, des colis de 5 kilos et des asperges par colis de 10 kilos. Combien t'en veux? Je fais bah oui, mais moi je suis pas restauratrice, on est 5 en famille, donc qu'est-ce que je peux faire? Et il m'a dit bah fais comme les autres font. Fais du collectif, réunis tes voisins, demande autour de toi, etc. Donc là, j'avoue, de toute façon, depuis le début du confinement, merci l'Internet, merci les réseaux, merci Facebook, tout ça, parce que j'ai juste mis une toute petite annonce sur Facebook en disant, voilà, voisin du 11e, je vais organiser une vente, qui serait intéressé par les produits de Sylvain Erhardt, fraises, asperges, celtus, etc. Et ça a marché du tonnerre, c'est-à-dire qu'en l'espace de 1 heure, je suis pas non plus 5000 amis, quoi. Mais j'ai un réseau de gastronomes, ça c'est sûr, des gens qui adorent manger et qui savent la qualité des produits, etc. Et en l'espace d'1 heure, je pensais à demander à Sylvain de m'envoyer un cajot d'asperges, un cajot de fraises et un cajot de celtus. J'étais à 7 cajots. Au total, j'ai commandé environ 30 kilos de produits, quoi. Parce qu'il y avait une demande folle et les gens étaient ouais, moi, etc. Donc après, j'ai arrêté parce que je suis revenue vers Sylvain. Je dis combien tu peux cueillir en l'espace de 24 heures là. Il m'a dit oh là, stop, je vais pas y arriver sinon. Donc ça demande beaucoup de communication avec le producteur en direct. Et il m'a envoyé tout ça en chrono fraîche. Donc moi, j'ai passé ma commande, j'ai finalisé la commande le dimanche matin. Lui, il a tout cueilli le dimanche après, mais le lundi matin.
Et il a tout envoyé par Chronofresh le lundi après-midi et c'est arrivé chez moi le mardi matin. Alors, ce qui est chouette, c'est que j'ai la chance d'avoir une petite cour intérieure accessible de la rue. Oui, Chronofresh, ouais. C'est ça, Chronofresh comme ça. Je vais vous expliquer comment ça s'est passé pour la liste des produits, mais je me suis un peu pris la tête. Donc tout est arrivé par colis Chronofresh chez moi et j'ai tout déposé direct. Enfin, j'ai demandé au livreur de passer par l'extérieur et de poser les colis à l'ombre dans ma petite cour intérieure qui est complètement sécurisée. J'avais envoyé des consignes aux clients, donc c'était une douzaine de preneurs, de participants. Et, chacun avait donné, donc avait dit, moi je veux 1 kg, 2 kg d'asperges, 1 kg de fraises, etc. Donc quand les colis sont arrivés, j'ai pris mes gants, j'ai pris mon masque et avec ma fille qui avait aussi des gants et un masque, on a fait les pesées. On a pris je suis allée chercher des cagettes et des sacs papier aux Ingam. Donc ma petite épicerie qui nous a proposé de nous filer ça. Et on a tout séparé les colis en fait comme une AMAP. C'est-à-dire on a préparé les colis pour chacun. En fait plutôt comme une ruche, à vrai dire, parce que c'était des colis personnalisés, quoi. C'était pas des cagettes identiques pour chacun. C'est là où je dis je me suis un peu pris la tête parce que la prochaine fois je ferai des colis un seul colis, un seul prix pour chacun, parce que ça, c'était trop galère. Donc, de juste dire, bon, bah, chacun, vous avez 500 grammes de fraises, 1 kg d'asperges et 2 celtus, et voilà, et c'est comme ça. Et je pense que tout le monde aurait été très content. Et voilà, j'ai donné un créneau horaire le mardi après-midi. J'ai mis tout ça bien à l'ombre sur des bancs, comme ça. J'avais envoyé à Antoine des photos. Je ne sais pas si, Antoine, tu les diffuseras ou quoi. J'ai les photos. Ouais. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de les diffuser pendant que tu continues à parler. Et D'accord. puis, si ça ne marche pas et que la connexion devient trop faible, j'arrêterai d'essayer et je les enverrai par mail plutôt. Ok. De toute façon, c'est pas hyper parlant, mais enfin, ça vous donne l'ambiance, quoi, surtout. Et donc, j'ai convié les gens à venir entre 15 et 18 heures, ce qui était un peu un créneau trop large. La prochaine fois que je vais le refaire, je vais dire 1 heure et demie de créneau. Je voulais essayer d'éviter au maximum que les gens se croisent, qu'il y ait trop de monde à la fois. En fait, grosso modo, il n'y a jamais eu plus de 2 personnes à la fois, donc c'était nickel. Mais je pense que nous, on a été obligés du coup de poireauter toute l'après-midi dans la courette. Bon, c'est pas grave, j'avais descendu mon ordi, mon téléphone, enfin c'est pas très grave. Et voilà, et chacun est arrivé. J'avais envoyé un mail à tout le monde avec les instructions. Voilà le code pour rentrer dans l'immeuble. Vous allez au fond, vous allez dans la cour. Je serai là, votre sachet sera prêt. Vous laissez l'argent dans une petite enveloppe ou vous me faites un virement, je vous fais confiance. Et vous repartez par la sortie extérieure. Donc il n'y avait pas de chassé-croisé dans le hall. Et voilà, j'ai fait mes petits comptes sur une page Excel et on s'y retrouve. Bon, j'ai avancé tout l'argent, hein. C'est-à-dire que, voilà, exactement. J'ai avancé tous les frais, c'était plus simple pour Sylvain, c'était plus simple pour moi. Et comme la plupart des gens qui sont venus chercher les produits sont des gens que je connais, des amis, des collaborateurs ou des amis Facebook que je suis depuis un moment, y a pas, et des voisins, bien sûr, de mon immeuble aussi, il n'y a pas eu d'embrouille à ce niveau-là. Tout le monde a bien réglé sa petite affaire. Voilà, donc c'était nickel, tout le monde est parti hyper content. J'ai glissé le soir quelques petites recettes d'utilisation de la Celtus notamment parce que personne ne savait quoi en faire. C'est délicieux, ceci dit. Et puis j'en ai profité pour distribuer mon kéfir, mes grains de kéfir de fruits parce que j'en avais. Il s'est développé de manière folle, donc j'ai mis 5 petits pots désinfectés avec du kéfir pour ceux qui voulaient en embarquer. Et j'ai envoyé aussi le descriptif de comment s'en servir. Et voilà, et tu mentionnes Lydia, Hélène, et on vient de m'en parler en fait. Donc je pense que la prochaine fois, je pourrais voir sonder cette option. Donc là, Antoine a commencé à diffuser les photos. Bon, ça, c'est la sortie extérieure de ma cour. Il commence par la fin. Mais c'est pas grave. Alors Lydia, à vrai dire, Hélène pourra mieux expliquer que moi ce qu'est Lydia parce que j'ai eu juste le nom et j'ai pas encore eu le temps d'expérimenter, enfin même d'explorer qu'est-ce que c'est. Alors attendez, je vois plus vos questions.
Si, alors sur la provenance, tout le monde était parfaitement au courant d'où venaient les produits, sachant que Sylvain peut être suivi sur Facebook et que c'est donc du 100% bio. J'avais bien spécifié à tout le monde que c'était une livraison chronofresh. Les cartons étaient encore là, donc moi j'ai juste pris les asperges, je les ai mis comme vous voyez là dans les sachets et tout ce qui était à l'unité, les gens se servaient eux-mêmes pour éviter qu'il y ait trop de manipulation de toutes parts. Bon, ça c'est assez artisanal, hein. J'avais descendu ma petite balance et voilà. Si j'ai promis un engagement, non, alors moi j'ai pas du tout, j'ai fait ça vraiment de manière spontanée. Je suis pas commerçante, je suis pas une AMAP, donc j'ai pas créé d'adhésion ni rien. Je pense que je vais bien sûr le refaire parce que ça a été à la fois super agréable. J'ai quand même viré 400 € à Sylvain, donc pour lui c'est pas rien. C'est bien aussi que ce soit conséquent. J'ai oublié un truc très très important, c'est les frais de port. C'est-à-dire que pour 30 kilos de produits, bah, ça coûte 45 € en chronofresh. Alors pour une personne, bah, c'est juste très très cher. Alors que si vous divisez ça en 12, bah, voilà, ça fait 2 €. Enfin, j'ai 2,50 € ou 3 €. J'ai demandé à chacun 3 €. Enfin, voilà, à la louche, je ne sais plus, j'ai divisé par le nombre qu'on était. Et donc, ça revient à rien. Donc, en fait, c'est l'économie d'échelle, quoi. Plus on est nombreux et plus on est en collectif, mieux c'est. Voilà. Donc, c'était super et je pense que je vais refaire, peut-être pas forcément avec Sylvain, mais avec d'autres producteurs à qui j'ai parlé récemment qui font différents produits, des cagettes. Alors, c'est sûr que quand je vais le refaire, je ne ferai pas de différenciation 1 kilo par-ci, 2 kilos par-là, ça c'est sûr. Ce sera des cagettes identiques pour tout le monde, à un prix rond pour tout le monde. Parce que là, c'était un peu galère, parce que parfois c'était 23 €, parfois c'était 17 €, parfois c'était 28. Donc les gens mettaient des pièces dans les enveloppes et c'était pas l'idéal. Et puis pour le reste, je pense que ça marche très bien comme ça. Oui, le créneau horaire un peu plus court et voilà. La question des normes sanitaires. Écoutez, moi, les normes sanitaires, j'ai fait ce que j'ai pensé être les normes sanitaires. C'est-à-dire, j'ai mis des gants, j'ai mis un masque, j'ai demandé à tout le monde de venir avec des gants et un masque. On a tout désinfecté, ce qu'on touchait, notamment les pots de kéfir, la balance, les sachets étaient neufs, les cagettes étaient neuves. Enfin, les cagettes, de toute façon, elles ne touchaient rien. Et pour le transport, c'est chronophage. Alors là, pardon, ça, Mathieu. Non, mais du coup, c'est ça. En fait, je me disais, moi, comme je suis à Lyon et que j'ai une voiture, je me suis dit, est-ce que nous-mêmes, on ne peut pas se faire le drive et voilà. Et du coup, toi, effectivement, tu as Chronofresh qui, de toute façon, est dans le milieu. Donc voilà, par rapport à ça, toi, tu n'as pas eu à étudier le sujet, en fait. J'ai fait confiance en fait Non, mais je pense à qu'elles l'autre sont. fille. C'est-à-dire que je pense que Sylvain lui-même prend vraiment toutes les mesures nécessaires. Alors il faut savoir que par ailleurs, Sylvain a eu le corona et sa femme aussi. Donc il y a 2 semaines, ils ont repris leur activité, ils ont fait tous les tests, etc. Donc en gros, il dit, vous inquiétez pas les amis, je suis blindé d'anticorps. Donc bon, on peut le prendre comme une sécurité ou pas, mais voilà. Et pour le transport, je vous avoue que c'est sûr qu'on n'est pas à l'abri de petites, mais ça on peut pas le contrôler, quoi. Moi j'ai contrôlé ce que je pouvais contrôler de mon côté. J'ai même désinfecté les boutons du Digicode et tout ça, voilà. Et puis pour le transport, je pense qu'il faut peut-être demander à Sylvain ou aux producteurs chez qui vous allez chercher les choses de prévoir tout l'emballage déjà. Et puis quand vous arrivez sur votre point de distribution, vous ouvrez les cartons et chacun peut prendre son produit, comme j'ai fait moi, avec ses gants, dans son propre sac. Et comme ça, il y a une seule personne qui est la personne concernée qui touche le produit et l'agriculteur en amont, quoi. Voilà, moi, c'est comme ça que je l'ai conçu.
Voilà, je pense que je vous ai tout raconté et je pense que Antoine a diffusé quelques petites photos. En conclusion, si vous voulez, pour moi, c'est à la fois une expérience humaine super parce que j'ai senti un vrai plaisir de recevoir ces produits et Sylvain était super content. Ça s'est hyper bien passé. Je ne l'ai pas trop harcelé de questions. J'ai dit, OK, ben on va faire ça, tac, tac, tac. J'ai validé ma commande assez vite parce que lui, il est débordé de commandes, de petites commandes de particuliers, tout. Donc, un carton par-ci, un carton par-là. Et en fait, c'est beaucoup de travail administratif pour lui. Donc, si on est assez carré et qu'on lui dit, bon, ben moi, je te commande ça et on paye tout de suite, ça change, c'est bien pour eux. Ça a été super côté humain pour tous les voisins parce que et tout le monde était hyper content. Et en termes de prix, je ne vous cache pas que les asperges et les fraises de Sylvain ne sont pas les moins chères. Mais là, c'était 10 € le kilo d'asperges, des asperges sublimes. Et 7,38 € la barquette de 500 grammes de fraises. C'est moins cher que dans le commerce. Voilà, parce que simplement, encore une fois, c'est en circuit court. Et donc, on évite tous les surcoûts. Alors, effectivement, on me dit testation cochée, achat première nécessité. J'avais pensé à suggérer à ceux qui venaient, il y en a deux qui sont venus d'un peu loin parce qu'ils étaient trop alléchés par les produits de Sylvain. Et je leur ai dit, en rigolant un peu, mais pourquoi tu coches pas assistance aux personnes vulnérables en pensant aux producteurs en fait parce qu'en fait, on fait une aide quasi humanitaire en faisant ça. Bon, c'est un peu de la blague, mais why not En fait, c'est pas si bête que ça. Notamment, alors quand on s'est posé la question beaucoup sur le groupe Réaction Agriculture, en fait, nous, on a envie d'aller aider des petits producteurs qui risquent de mettre la clé sous la porte s'ils n'ont plus de stagiaires et plus de woofers. Et alors, il y a des consignes très strictes. Alors, je crois que c'est Mathilde qui nous a fait qui a fait des super recherches. Je partagerai ça notamment dans le mail de synthèse. Et notamment, moi, je suis allé voir mon maire et je lui ai dit, il y a tel producteur qui risque de fermer. Et donc, il a conscience de ça. Et donc, en gros, moi, quand je vais aller filer un coup de main à mon producteur à côté de chez moi, je vais écrire que je remplis une mission d'intérêt général. Et on peut considérer qu'étant donné que la Russie là, ferme ses exportations de blé, que potentiellement dans 2-3 mois, on va sucer des cailloux et que le Covid, ça nous fera bien rigoler par rapport à côté de la crise alimentaire, peut-être en se mettant dans la main les autorités locales sur le côté travaux d'intérêt général, on peut non seulement aller faire du woofing qui ne porte pas son nom, mais aussi peut-être faire des missions comme aller livrer pour des petits agriculteurs. Ouais. Et j'ajouterais que les différents producteurs à qui j'ai parlé m'ont dit des tas de choses intéressantes. C'est que pour eux, alors c'est pour notamment ces producteurs de qualité là, qui avant distribuaient qu'aux restaurateurs, qui du coup se retrouvent le bec dans l'eau et réinventent leur modèle économique avec la clientèle publique lambda, ils découvrent en fait un nouveau monde et c'est assez génial. C'est-à-dire qu'aucun m'a dit, moi je reviendrai qu'à une clientèle 100% restauration avant. Parce qu'ils se rendent compte que le public habituel, le public normal, on va dire, pas de restaurateur, est habitué à payer. C'est-à-dire, quand on va dans une boutique, on paye. Quand on va au restaurant, on paye. Et donc, on paye. Quand on reçoit des produits, on paye. Moi, j'ai payé dès que j'ai reçu mes caisses, j'ai payé. J'ai fait un virement direct à Sylvain. Or, ce n'est pas du tout le cas des restaurateurs. Et je peux vous dire que travaillant dans le monde de la gastronomie, j'entends très, très souvent des producteurs qui pleurent parce qu'ils n'ont pas été payés pendant 3 mois par leurs clients restaurateurs. Et d'ailleurs, ce n'est pas Sylvain qui m'a dit ça, mais un autre producteur m'a dit hier, moi, les seuls clients qui m'ont posé problème et qui n'ont pas encore payé, à qui je suis obligée d'aller réclamer, c'est des chefs, mais qui ont commandé pour eux, mais qui sont des chefs. Et donc, du coup, c'est aussi, ça vous montre aussi que le public a un rôle à jouer parce qu'en fait, on montre qu'on est vachement solidaire d'eux aussi, plus finalement que les professionnels. Et je crois que c'est hyper important de garder ça en tête parce que plus on va faire ce genre de trucs, plus on va fidéliser en fait des liens entre les producteurs, les agriculteurs et nous. Et comme tu dis, Antoine, on va sérieusement avoir besoin de ces liens de perdurer parce qu'on risque d'avoir besoin de
plus en plus de produits à manger en direct de chez eux, quoi. Je vous encourage d'ailleurs à regarder la conférence qui a eu lieu mercredi où on avait Laurie Debovre, rédac chef de La Relève et la Peste, qui est assez calée sur les sujets agriculture et qui parlait de cette situation de potentielle pénurie. J'en profite. On va faire une... Oui, il y a quelqu'un qui voulait parler. Oui, c'est moi, c'est Basile. Bonjour à tous. Bonjour Basile. Merci. Je peux poser des questions ou c'est un peu plus tard qui fait le moment? Est-ce qu'on peut passer la main à Hélène? On passe la main à Hélène, comme ça elle nous explique comment elle a fait sa distribution dans la ruche. Et ensuite on prend des questions. On garde 10 minutes à la fin pour prendre des questions. Mais tu peux déjà poser la tienne, comme ça Caroline peut déjà y réfléchir. Ma question, moi, c'est que je connais pas je vais sur mon marché, mais j'ai pas de lien avec mon producteur, donc je sais pas, en fait, je pourrais pas contacter mon primeur habituel. Donc en fait, je serais super motivé. Tu m'as donné les derniers pourcentages de motivation dont il me fallait, Camille, mais en fait, je n'ai pas de lien avec de producteurs, donc je veux bien que vous... Alors, je peux répondre très vite. Ils sont tous sur Facebook, hein. Je veux bien juste à la limite que vous m'en pointiez si tu sais qu'il y en a peut-être moins sous l'eau que je vais vous envoyer, pendant que Hélène parle, je vous envoie des liens sur Facebook. Super. Et pour compléter, Basile, sur Make Sense, ça fait un petit formulaire où plein de gens peuvent lister. Il y a plein de réseaux, des réseaux régionaux, des réseaux type le Marché Vert ou la Confédération Paysanne qui listent les petits producteurs, justement. Tu peux le remettre dans le chat, Antoine? Pardon? Tu peux le mettre dans le chat, ce lien, super. Oui, je l'ai mis dans le chat. Ok. Je passe la parole du coup à Hélène, qui est la photo qui illustre aussi notre programme Réaction. Debout, le poing levé avec un poireau dans le poing, parce qu'elle a réussi assez vite à réorganiser sa ruche qui dit oui pour respecter les règles d'hygiène pendant le Covid. Et alors, Hélène, comment tu as fait? Comment ça s'est passé? Qui es-tu? Qu'est-ce que tu aimes manger? Tu choses du combien? Alors, je chose du 38. Là, j'ai hyper faim parce que je n'ai pas encore mangé. Je suis plutôt quelqu'un qui mange beaucoup de légumes et des légumes frais. Voilà. Là, en fait, je suis là pour vous parler de mon expérience à la ruche qui dit oui. Donc, peut-être je vais commencer par raconter ce qu'est la ruche qui dit oui. Donc, c'est une initiative qui a été créée en 2011 dans l'idée de mettre en relation précisément donc, les consommateurs et les producteurs pour dire en fait depuis la fin de la guerre, on a trop éloigné ces deux mondes-là et en fait, c'est des gens qui ne se connaissent plus, qui ne se connectent plus. Et si on arrive à les mettre ensemble, eh bien, ils vont pouvoir inventer de belles choses et notamment créer leur propre système alimentaire. Donc, l'idée, c'était vraiment de créer des outils, de mettre à disposition des outils des consommateurs et des producteurs pour qu'ils s'organisent entre eux. Avec donc toute une partie en ligne et toute une partie hors ligne. Voilà. Donc les ruches, elles existent donc depuis 2011. Il y en a 850 en France. Et donc moi, la mienne, c'est la deuxième de France, donc qui est née en septembre 2011. Donc il y a quand même pas mal d'expérience et qui se trouve au comptoir général dans le 10e arrondissement. Et elle fonctionne en fait sur le principe d'un marché, c'est-à-dire que les gens précommandent en ligne. Et ensuite, vont chercher le samedi matin leur commande, comme pour un marché. La seule différence, c'est que tout a été prépayé et qu'ils viennent juste récupérer leurs marchandises. Donc, c'est un vrai lien social qui se crée dans le quartier. Et donc, voilà, on est hébergé dans un lieu super, mais quand il y a eu l'annonce du gouvernement à la fois de fermer les lieux et ensuite de fermer les marchés, il a fallu complètement se réinventer. Donc nous, ce qu'on s'est dit, je dis nous parce que la ruche est vraiment une communauté très engagée et qui maintenant a 9 ans d'existence, donc c'est des gens qui se connaissent bien et donc il y a une grosse partie de bénévoles. Et on s'est dit, voilà, on n'a plus de lieu, mais par contre, il n'est pas question que ça s'arrête. Donc comment on peut faire ça sur l'espace public? À ce moment-là, il a fallu demander donc tout de suite des autorisations à la mairie parce qu'en fait, on ne peut pas aller sur l'espace public comme ça. Il se trouve que dans les membres de la ruche, il y a des gens qui sont assez proches. Il y a notamment Léa Vazard, en fait, qui est une élue verte, qui est membre et donc à qui il était facile de demander un peu la clé pour savoir comment s'installer sur l'espace public. Ça a du coup été remonté auprès de l'élu Cordebar et après c'est remonté au niveau du préfet. Donc on a eu en fait hyper rapidement une autorisation d'utiliser l'espace public. Ça c'était hyper cool parce que c'est aussi parce que depuis 9 ans on est hyper ancré dans le quartier, on nous connaît, on a fait plein d'événements notamment pour faire vivre le quartier. C'est un vrai lieu de mixité sociale, donc les élus sont plutôt très partie prenante.
Donc, l'espace que l'on avait la première fois, c'était juste en face du comptoir général, donc c'est-à-dire sur le trottoir, entre, en gros, le trottoir et le canal. Et donc, comment ça s'est réorganisé? En fait, il a fallu passer du marché au drive piéton, ce qui est, donc, pour qu'il n'y ait pas du tout, que les gens se croisent le moins possible, qu'il y ait le moins de contact, etc. Donc, en fait, ce qui a été demandé, ce que vous pouvez voir là sur les photos, c'est à tous les producteurs en fait, de préparer chaque commande, alors qu'avant, en fait, ils venaient avec leur étal, et quand la personne arrivait, elle disait, voilà, on va regarder sa liste, et on prenait une fois un chou-fleur, une fois 3 carottes, etc. quoi. Là, du coup, ils ont dû préparer les sacs, qui leur a demandé un boulot dingue. Il y a même des producteurs qui ont fait nuit blanche, en fait, parce qu'il y avait déjà au moins 150 commandes. Donc ça, c'était la première chose, donc bien préparer les commandes. Ensuite, donner aux membres des consignes hyper strictes, et notamment des créneaux pour récupérer leurs commandes. Donc comme Camille, voilà, sauf que là, il y avait plus de monde sur les créneaux parce que on était à 150 commandes, donc il y avait en gros 20 personnes qui venaient toutes les demi-heures à peu près. On avait, sur le sol, on avait fait des repères en fait, avec des ronds tous les 2 mètres pour que les gens attendent dans les ronds. Et ensuite, il y avait un bénévole par stand de producteur. Donc là, vous voyez avec les sacs. Et quand la personne arrive et donne son numéro, en fait, vraiment, on n'était pas du tout en contact. C'est-à-dire qu'on mettait la commande dans un panier. La personne venait chercher ce panier. Nous, on se reculait. Enfin, on n'était jamais en contact physique. Aussi, on a demandé à ce que tout le monde ait des masques et des gants. Et comme il fallait agir vraiment dans l'urgence, moi, je suis passée par une association qui s'appelle Bas les masques. Et en fait, on peut contacter et dire, voilà, moi, j'ai besoin de masques de première nécessité. Et on nous trouve quelqu'un dans le quartier qui les coud. Donc, c'était hyper cool parce qu'en 3 jours, j'ai une voisine qui m'a cousu des masques pour tous les bénévoles. Et donc voilà, ce qui est vraiment très encourageant avec ce système-là, c'est que les producteurs sont hyper reconnaissants parce qu'ils n'ont pas du tout eu de perte en fait, de marchandises. Et d'ailleurs, c'était marrant parce qu'on travaille notamment avec un éleveur qui, comme tu disais Camille, lui bossait beaucoup avec les restaurants et il s'est dit, ok, les restaurants ça ferme, donc en fait je mets tout le monde en chômage partiel, mais en fait les ruches elles sont cartonnées, donc en fait il a réembauché tout le monde, enfin donc ça a duré, il a mis les gens en fait 3 jours en chômage partiel, il pensait qu'il n'aurait pas du tout de quoi écouler sa production, alors qu'au contraire, ça fonctionne vachement. Et puis voilà, donc la première semaine on était là. Et puis après, on a migré de l'autre côté du canal parce qu'il y a une place qui est plus sympa, où il n'y a pas de vélo qui passe, il n'y a personne qui passe. Et donc, du coup, on a augmenté le nombre de commandes la 2e semaine et la 3e semaine. Là, cette semaine, demain, en fait, on teste avec 180 commandes avec ce même système-là. Mais ça, en fait, en vrai, ça roule. Et les gens sont hyper contents de… En fait, c'est fou comme… retrouver ce lien là à l'alimentation, ils ont vraiment des étoiles dans les yeux quand quand on leur présente des produits, comme tu disais toi Camille, où ils se sont rués sur les asperges et les fraises. Moi j'ai quand même beaucoup de maraîchers qui n'ont pas d'asperges et des fraises, mais qui ont quand même c'est encore la pire saison pour le maraîchage en ce moment, et les gens sont pourtant hyper contents de pouvoir acheter directement aux producteurs, de soutenir ce monde-là, et puis ils sont aussi hyper contents d'être dehors le samedi matin, parce qu'il fait hyper beau depuis 3 semaines. Donc ça fait un peu la petite promenade sympa. Et moi-même, c'est ma respiration de la semaine. C'est-à-dire qu'en 5 heures, je peux être dehors avec mon autorisation. Et t'en parlais tout à l'heure, Camille, quelqu'un en parlait des autorisations. Nous, en fait, le fait d'être responsable de ruche, on est considéré comme… un peu comme première ligne, et donc on a vraiment l'autorisation, on a un papier officiel comme quoi on a cette autorisation d'aller faire cette distribution, quoi. Et les bénévoles, ils s'inscrivent sur la plateforme qui s'appelle Bénévolte, et du coup ils sont aussi considérés comme agissant pour le bien commun, je ne sais plus la case comment elle s'appelle, mais en tout cas ils ne sont pas la manière clandestine. En fait, il n'y a rien qui est fait de manière un peu en dehors des clous, et ça a été très vite accepté par les autorités parce que on a bien compris l'intérêt du drive piéton, avec non-échange de monnaie, des créneaux de distribution hyper échelonnés, etc. Et donc à Paris ça fonctionne comme ça, mais ça fonctionne aussi hyper bien en région. Et il y a notamment la préfecture de Paris qui a contacté les autres préfectures pour dire vraiment autoriser ce genre de pratique, quoi.
Il y a des choses très intéressantes. Alors, il y a plein de questions. N'hésitez pas, vu qu'on est en nombre relativement restreint du fait que j'ai transmis un lien qui a changé entre-temps, mais les gens nous ont un peu rattrapés. On est quand même 26, ce qui est pas mal. Ce que je trouve hyper intéressant, vous avez parlé l'une et l'autre de la relation de confiance, en fait, et que ce soit la relation de Camille avec son producteur ou de toi avec ton groupe de bénévoles, Hélène, qui avait monté cette ruche donc la confiance entre vous, la confiance que vous accordent les autorités locales, c'est quelque chose qui est hyper important en temps de crise. À ton avis, là, Hélène, j'ai entendu que dans plein d'autres ruches, les commandes explosaient et d'une certaine manière, les agriculteurs, aujourd'hui, ils ont leur carnet de commandes qui est plein. Est-ce que tu as une vision un peu plus globale? C'est une question qui s'adresse aussi à toi, Camille, sur les restaurateurs. Qu'est-ce qui va se passer pour les restaurateurs? Est-ce qu'ils vont rouvrir? Est-ce que la plupart vont fermer? Au niveau des agriculteurs, au niveau géopolitique international, est-ce que vous avez des idées? Moi, des idées, je ne sais pas. En tout cas, ce que je peux voir là dans le réseau des ruches, effectivement, les producteurs qui avaient créé des liens forts en fait avec les responsables de ruches, du coup, ils n'ont aucun problème à écouler leur production. Enfin, donc, la ruche a fait aussi rentrer pas mal de producteurs qui étaient en galère, qui se retrouvaient avec plein de choses sur les bras, puisque maintenant la demande elle a explosé, donc pour mettre en relation, donc ça fonctionne plutôt bien. Mais il y a, par exemple, moi, les problèmes que j'ai dont j'ai entendu parler récemment, c'est par exemple les producteurs d'asperges qui ont un vrai problème de main-d'œuvre, puisqu'ils n'ont pas de main-d'œuvre étrangère qui peuvent venir cueillir leurs asperges, et donc ils se retrouvent avec des kilos d'asperges sur les bras. Enfin, il va y avoir vraiment, en tout cas, le problème qu'il va y avoir là prochainement, c'est plutôt en termes de saisonniers chez les agriculteurs pour les récoltes. Après, les débouchés, ils sont en train de s'organiser et tout ce qui est circuit court cartonne vraiment. Donc, qu'il y a moyen de monter des drives fermés ou des ruches, tout ça, de manière assez facile. Donc, on va peut-être pouvoir un peu y arriver. Mais en tout cas, il y a un vrai problème de main-d'œuvre qui est certain, quoi. Ouais, il y a un problème de main-d'œuvre. Et hier ou avant-hier, Thibaut, un ancien bénévole de Make Sense aussi, nous racontait que la plupart des gens se sont tournés de manière un peu précipitée vers les circuits courts et que les producteurs se sont retrouvés d'une certaine manière un peu à court. Dans le sens où des légumes, faut prévoir, tu fais un plan de culture et tu t'y prends 2-3 mois à l'avance. Et là, aujourd'hui, ils ont ce problème de main-d'œuvre et puis ils ont ce problème aussi, c'est qu'ils ne peuvent pas répondre à toute la demande qui est faite localement. Ceux qui avaient en fait, une diversité de débouchés, du coup, ils s'en sortent parce que si ils n'ont plus de restaurateurs mais qu'ils faisaient de la vente directe, voilà, ils peuvent à peu près y arriver. Ceux qui sont diversifiés, en fait, s'en sortent à peu près. Mais il y a quand même aussi, j'ai un autre maraîcher qui m'a raconté un truc assez intéressant. Lui, il a une partie dans le maraîchage et une partie en grande culture. Et là, il avait donc semé du lin pour l'industrie textile bio en Belgique. Et l'industrie textile se casse la gueule. Et donc, il se retrouve avec 8 hectares de lin dont il ne peut rien faire, quoi. Enfin, il va y avoir aussi des réactions en chaîne comme ça qu'on n'a pas forcément bien identifiées. Il y a un problème aussi au niveau des éleveurs, notamment d'agneaux. Ça, c'est une histoire que j'ai entendue tout récemment aussi. Parce que comme vous le savez, on est censé manger des petits agneaux à Pâques, des agneaux de Pâques. Ce qui, par ailleurs, soit dit en passant, est une aberration écologique. Mais bon, voilà. Et donc, il y a plein d'agneaux qui ont des petits agneaux. Et puis, il n'y a plus de débouchés, il n'y a pas d'abattoir ouvert, il n'y a pas d'acheteurs. Et donc, moi, j'ai suggéré, en discutant avec une éleveuse, qu'on fasse un programme Adopte un agneau. C'est-à-dire que tous ceux qui veulent donnent l'argent nécessaire aux producteurs de son choix d'élever l'agneau. Parce qu'en fait, ce qui coûte, ce qui est problématique pour les éleveurs, là, c'est que ces petits agneaux vont leur rester sur les barres, il faut les nourrir, et il faut s'en occuper. Et c'est ça qui coûte. Et en plus, ils ne pourront pas les vendre. Donc, c'est un manque à gagner énorme. Et donc, mais si des particuliers adoptent un agneau, on fait un calcul, ils donnent des sous à l'éleveur et à la fin, ils auront pas un agneau, mais un mouton. Voilà. Donc, on a commencé à discuter en rigolant et en fait, il se peut qu'on lance cette opération. Mais je crois qu'il y a
un vrai soutien à faire à tous les niveaux. Et ce qui est intéressant, c'est que moi, tous les producteurs à qui j'ai parlé aussi m'ont dit qu'ils ne reviendraient pas au schéma d'avant. C'est-à-dire qu'ils vont pas. Et Sylvain, qui distribuait 100% ou 98% de ses produits à la restauration, va pas du tout revenir à l'envers. Il m'a dit, moi, demain, là, dans l'après, je pense que je ferai 50-50 parce qu'il a découvert à quel point c'était bénéfique justement pour son économie à lui. Et puis, même d'un point de vue humain, quoi. C'est-à-dire que finalement, il aime bien bosser avec les restaurateurs, mais il y a un côté super chouette. Il y a des gens qui viennent chercher les produits à la ferme aussi. Il trouve que, par exemple, à la Biocoop, ça marche très, très bien. Il n'avait jamais vendu ses produits à la Biocoop. Et la Biocoop, ils sont enchantés. Ils disent, on n'a jamais vendu autant d'asperges de notre vie. Et lui, il est content parce qu'il voit ces belles asperges aussi qui vont dans d'autres foyers moins fortunés que ceux qui peuvent se permettre les 3 étoiles, quoi. Voilà. Donc, je pense qu'il y a un modèle à réinventer. Et par rapport à la restauration, pour répondre à ta question, Antoine, à vrai dire, on n'a pas la réponse. Hein. Là, côté restauration, c'est l'hécatombe. Et je pense que quand ils seront peut-être les derniers à avoir l'autorisation de réouvrir, même s'il y a des solutions, ils pourraient imaginer des services avec une table entre chaque client ou des choses comme ça. Pour manger tout seul, chacun une table tout seul. Ouais, chacun mange. C'est glauque en fait. Hyper sympa, quoi, ouais. Il y a les problèmes sanitaires dans la cuisine, qui s'ils ont des masques, etc. etc. Et donc, je pense que c'est vraiment très, très compliqué au niveau restauration, des bars, des nightclubs, n'en parlons pas. Mais les producteurs s'en sortent mieux, quoi qu'il arrive. C'est-à-dire, et même, ils se rendent compte, en fait, Sylvain Erhardt me relatait une conversation qu'il avait eue avec Alain Passard, grand chef 3 étoiles parisien, il y a quelques années, où il lui disait, ouais, mais en fait, c'est vous qui devriez être mis en avant. Nous, on est toujours mis en avant, les chefs, mais en fait, vous faites tout le beau boulot. Et nous, quand on a vos beaux produits, on n'a rien à faire. Et ça fait longtemps qu'on dit ça. Ça fait longtemps que moi, en tant que journaliste, je dis ça aussi. Mais là, subitement, le grand public le dit aussi. Parce que les chefs, tout ce qu'il leur reste à faire, pour être un peu méchante, c'est des tutos dans leur cuisine, quoi. Quand ils ne filent pas une main solidaire aux hôpitaux et aux sans-abri, ce que beaucoup d'entre eux font, du coup. Quant aux producteurs, on se rend compte à quel point ils sont vitaux et qu'on a besoin d'eux et qu'on a besoin aussi de ce modèle agricole bio qui contre la grosse industrie et la grosse agro-industrie et qui nous nourrit vraiment, quoi, avec des bonnes choses. Donc, je pense que là, ils se rendent compte aussi, eux, de leur valeur. Ça les revalorise complètement, pas seulement par rapport au fait qu'ils vendent leurs produits, mais au fait de leur place dans la société, quoi. Tout d'un coup, je pense que c'est très important de réfléchir à comment nous, d'un point de vue consommateur, on peut aider à cette revalorisation à tout point de vue du métier d'agriculteur paysan. Et du coup, d'aller vraiment de choisir aussi vers qui on va choisir pour distribuer les produits. Si vous lancez un drive fermé, je vous en supplie, choisissez des bons producteurs, quoi. Comme ceux qui vendent à la ruche ou comme ceux, enfin, je vous ai envoyé quelques liens. Et c'est des gens qui méritent qu'on les soutienne et qui méritent de durer, quoi. Donc, je pense qu'on a cette force-là en tant que consommateur et en se mettant en collectif spontanément ou très organisé comme les ruches. Et quand tu as établi une relation de confiance justement pendant des années, et que tu as toujours été là, etc., là, ils ne te lâchent pas, quoi. Enfin, tu vois, ils font vraiment, ils se démènent comme des malades parce qu'il y a vraiment cette volonté de te nourrir, quoi. Enfin, en tout cas, ils prennent cette mission-là hyper à cœur. Et là, il n'y en a aucun qui lâche, quoi. Enfin, au contraire. Ils sont, Non, mais effectivement, leur problématique aujourd'hui, là, je répondais à quelqu'un, Basile, si tu voulais distribuer les produits de Sylvain Erhardt et que tu trouves une communauté qui veut acheter, c'est tout à fait faisable. Il a assez de produits. Sa problématique à lui, c'est de fournir. C'est-à-dire de cueillir d'abord et de faire sa compta pour arriver à répondre à toutes les demandes. Du coup, je l'ajoute sur Facebook maintenant. Je l'ai trouvé, là, je l'ajoute sur Facebook et je le contacte de ta part. Tu peux, absolument. Je sais pas, encore une fois, c'est pas sûr qu'il te réponde tout de suite. Voilà. Parce que là, il m'a dit, j'ai 60 commandes en attente sur Facebook.
Bah, du Donc coup, ils sont pas beaucoup, hein. C'est lui et sa femme qui font l'administration, et ils sont 4 dans les champs. Donc voilà. Mais lui, sa vraie problématique aujourd'hui, c'est ça, c'est l'accueillette. Il avait notamment, il travaille avec une famille marocaine, donc il fait venir des saisonniers, 3 saisonniers, les mêmes tous les ans. Et là, il les a pas évidemment. Donc il m'a expliqué qu'il est passé par une compagnie d'intérim pour embaucher des gens parce que c'était trop compliqué par Pôle emploi, parce qu'il fallait faire des paperasses à chaque fois et que les gens, parfois, ils se rendent compte que c'est vraiment du boulot. Et donc, au bout d'une demi-journée, ils abandonnent. Et donc, il faut refaire les paperasses et les paperasses. Mais je pense qu'on pourrait aussi imaginer, je lui ai dit, mais du bénévolat, si moi je te disais, je viens t'aider à faire les caisses et tout, il me dit oui, enfin, oui, ça peut se faire, mais il faut l'organiser, il faut que ce soit constant, il faut que ce soit carré, faut pas que ce soit juste je viens parce que j'ai envie de prendre l'air et que j'en ai marre d'être confinée dans mon appart, quoi. Faut que ce soit bon. Il y a plein de choses à imaginer sur les rapports qu'on a en tant que consommateur avec les producteurs. C'est fondamental, je crois, parce que c'est pour eux, pour qu'ils continuent leur travail et que même nos gouvernants voient que c'est cette agriculture-là qu'on veut. Je pense que c'est comme ça qu'on peut la montrer, quoi. C'est en faisant des actions à nos niveaux comme ça. En plus, ça la rend très visible parce que maintenant, elle est sur l'espace public, quoi. Donc, c'est… Ouais, c'est clair. C'est clair. Ouais. Ensuite, voilà, le fait de pouvoir aider des agriculteurs, c'est encore, comme on le disait, c'est un peu compromis. Par exemple, le site Woofing a été fermé. Beaucoup d'agriculteurs n'ont plus le droit de recevoir des stagiaires. Donc, ils se retrouvent dans une situation un peu délicate. Et là, il y a du travail de manifeste qui est en train d'être fait. Notamment, il y a un agriculteur qu'on reçoit, qui s'appelle Johan, qui est agriculteur dans le 44, qu'on reçoit mercredi soir, 19h, qui a publié une tribune incendiaire notamment sur le site Wheezy Farm, en disant ouais, voilà, ils disent qu'on peut aller aider, faire travailler des gens gratos pour la FNSEA, alors que tous les petits producteurs bio, on leur interdit de recevoir des woofers et des stagiaires. C'est bon. La tribune est assez remontée, bien épicée, mais assez intéressante. Et on le recevra mercredi. Je voulais poser la question aussi. Il y avait Mathilde qui voulait dire quelque chose par rapport aux habitudes et par rapport à partir de quand, combien de temps de confinement il fallait encore pour que ça devienne des habitudes et qu'on gagne sur les supermarchés. Ouais, c'est juste effectivement, c'est les stats, hein, parce que comme je bosse dans le marketing, notamment digital et autres, j'avais déjà fait une étude quali sur les ventes en ligne. En gros, pour que les gens prennent l'habitude d'acheter en ligne, il faut qu'ils effectuent 10 à 20 fois cet acte. Donc parfois, mais tant mieux, on est tous là, tout va changer, mais on sait qu'il faut quand même… Voilà, le naturel peut revenir au galop, donc il ne faut pas relâcher les efforts. Et voilà, plus le confinement durera, plus il y aura de… Voilà, il faut voir le positif, mais avoir ça en tête, je trouvais que c'était intéressant, cette stat, c'est tout. Voilà. Nous, on se dit que quand ils auront goûté au produit, normalement, le retour en arrière est compliqué, quoi. Parce que c'est quand même vraiment meilleur. Enfin, je pense que quand tu as goûté les fraises dont parle Camille, ou les yaourts à la ruche ou le poulet, c'est tellement pas la même chose qu'après. Non, mais moi, j'ai grandi à la campagne et donc, j'ai jamais mangé de fraises autrement qu'en juin ni de mon jardin. Donc, voilà. Mais en tout cas, du coup, c'est juste avoir un peu ça en tête. Et voilà, mais je pense qu'il faut un début à tout, donc c'est cool. J'ajouterais aussi l'aspect pratico-pratique qui est très important si vous faites un drive fermier et que vous avez des produits un peu bizarres, des légumes pas habituels comme moi dans mon cas la Celtus, n'hésitez pas à demander aux producteurs si vous ne savez pas quoi en faire. Moi je cuisine beaucoup, donc j'avais des idées, j'ai pu les communiquer à mes collaborateurs de vente, mais si vous ne savez pas, demandez aux producteurs. Et eux sont toujours enchantés en fait de suggérer des recettes, des idées de préparation. Et ça va avec. C'est-à-dire on ne peut pas avoir des super produits hyper bons et ensuite pas savoir quoi en faire et faire de la bouillie avec. Ce serait trop dommage. Et pour moi, le monde qu'on réinvente là, il se réinvente aussi en faisant des bonnes choses, en se faisant plaisir. Sinon, à quoi bon, quoi. Vraiment, je trouve que c'est hyper important
de faire le lien. Et moi, j'ai demandé, j'avais quelques idées, mais j'ai demandé au producteur qu'est-ce que tu fais avec la Celtus. Donc, il m'a donné d'autres idées encore. Et je les ai tout balancées par mail aux gens qui en avaient acheté le soir. Et du coup, je crois que voilà, ça a vraiment bien marché à ce niveau-là. Il faut faut mettre un petit peu d'effort pour que ça soit. Je crois que la ruche fait ça aussi, hein, Hélène. Ouais, il y a des recettes sur la ruche. Oui, il y en a plein, ouais. Alors, je vais me permettre juste de vous dire qu'il est 56 et que potentiellement, parfois, les gens qui ont pris peut-être le créneau de 14 heures, il y en a un, j'imagine, vont sans doute vouloir se connecter sur la prochaine émission. Quelle est-elle? Je n'en ai aucune idée. Toujours est-il, sachez que c'est… En fait, aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir plein de gens qui ont suivi le programme Réaction. Il y a Myriam qui a beaucoup parlé du prix. Il y a Michaela qui est Clermont qui fait des recherches de dingue, qui a publié plus de liens que moi, qui était censé être le coordinateur. Donc, on a lancé un programme Réaction. On peut voir Hélène sur le côté pour que des citoyens confinés avec du temps ou avec pas beaucoup de temps puissent venir en aide aux gens qui sont en première ligne, les agriculteurs, le personnel soignant et les gens qui sont plus fragiles, comme par exemple les seniors isolés ou les personnes qui vivent. Donc, vous pouvez rejoindre sur le programme Réaction. On était 50 la première semaine, 150 la deuxième semaine. On est plus de 320 pour la troisième semaine. On est plus viraux en solidarité que le Covid sur sa morbidité. J'espère que du coup, et sachez que du coup, pour animer ces rendez-vous réguliers autour de l'alimentation, on fait au moins 3 rendez-vous toutes les semaines pour avoir des réponses sur comment organiser un drive fermier. Les prochaines, c'est comment on participe à des chantiers écologiques massifs avec Etica Mundo demain. Mardi, on aura comment transformer sa fenêtre en jardinière nourricière. Mercredi, on aura le paysan à maraîcher vénère contre les restrictions liées au woofing. Et jeudi, on aura une formation avec les agronomes sur l'agroécologie. Donc, plein de débats, plein de formations. Et puis, c'est surtout, moi, je vous enverrai, cette émission a été enregistrée. Je m'excuse à tous les gens qui ont reçu un mauvais lien en premier. Je vous enverrai du coup le replay si vous avez manqué le début, ainsi que d'autres informations que peut-être Hélène ou Camille pourront nous transmettre. Je vous remercie énormément. Merci Caroline pour tes informations. Merci à toutes celles et ceux qui ont partagé plein d'informations et de liens sur le chat. Les informations seront aussi accessibles sur le replay. Merci, à bientôt. Merci Hélène, merci Camille pour vos participations. Merci beaucoup, c'était super. Merci pour vos témoignages. Et à bientôt. À bientôt. Salut. Ciao. Ciao.